Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique avec en invité ce dimanche François Bonneau, le président PS de la région Centre-Val de Loire qui est avec nous pendant près d'une demi-heure. Il y a pratiquement un an, la majorité socialiste et écologiste qu'il préside était reconduite de justesse aux commandes du Conseil régional dans un contexte de défiance à l'égard des partis traditionnels et dans un contexte de crise économique et sociale. Depuis, la région a vu son rôle renforcé dans ses prérogatives économiques, notamment. Comment François Bonneau a-t-il traduit ses engagements pris le soir de l'élection d'apporter des réponses concrètes et pérennes aux problèmes des habitants de la région Centre ? Quel regard porte-t-il également sur la situation actuelle de la gauche, du PS et sur le mandat de François Hollande? Autant de questions auxquelles le président de région répondra. Et puis Arnaud Moreau viendra en cours d'émission nous dresser votre portrait numérique. Bonjour François Bonneau. Bonjour. Vous faites partie de ces quelques présidents de région de gauche qui ont réussi à se faire reconduire dans un contexte de sanctions, on le disait, à l'égard du gouvernement. Est-ce que c'est une période difficile à vivre, ce temps électoral, ce contexte de défiance à l'égard de la majorité à laquelle vous appartenez et que vous n'avez peut-être pas soutenu à 100%? La défiance vis-à-vis du politique, elle est réelle, elle est profonde. Je m'attache, je l'ai fait pendant les mandats précédents, je l'ai fait pendant la campagne, je m'attache à faire en sorte que mes concitoyens voient véritablement l'engagement qui est le mien, l'engagement qui est celui de ma majorité, l'engagement du Conseil régional sur des dossiers concrets. Et quand on fait ça, on retrouve plus facilement la confiance, l'attention de nos concitoyens sur des sujets qui sont des sujets du quotidien. On en parlera, l'économie, les transports, l'éducation, la formation. Même si vous avez perdu 15 points par rapport à l'élection précédente, vous vous dites que votre engagement pour la région a quand même porté ses fruits. Soyons clairs, dans cette région, les départements ne sont pas de ma sensibilité. Les agglomérations ne le sont pas non plus, à l'exception de Blois. Ces autres sont d'une sensibilité opposée. Les territoires ruraux ne votent pas majoritairement pour la gauche. La victoire qui a été la mienne et celle de la liste que je conduisais, c'est certainement pour part le bilan qui a été jugé suffisamment satisfaisant. Vous pensez que le bilan a compté ? C'est la manière dont on fait de la politique, dont on s'adresse aux gens, dont on partage leurs priorités. Et puis, c'est la qualité, la force et l'énergie du projet que l'on porte. C'est tout ça, je crois, qui a expliqué que nous soyons reconduits dans cette responsabilité. On va revenir rapidement sur cette élection. D'abord, on revient sur votre carrière politique en quelques dates et sur votre réélection de décembre 2015 avec ce sujet que nous avions diffusé quelques jours après cette soirée électorale. Il est signé Xavier Nézet. C'était autrefois pour lui le chemin de l'école, c'est devenu celui du bureau de vote. Dans ces murs à Amilly, François Bonneau a passé ses années de classe primaire. Dans ces murs, il revient voter par procuration pour sa mère, qui ne peut plus se déplacer. Mon grand-père était adjoint ici à Amilly, qui était déjà engagé dans la vie locale, qui a été avant la guerre, suspendu pendant la guerre. Vous savez, les conseils municipaux qui ont été suspendus par les équipes de Vichy, et puis qui a été réélu immédiatement après et qui a gardé son mandat jusqu'à son décès, l'année de ma naissance. Naissance qui se produit en 1953, dans une famille où l'engagement politique est donc une tradition. François Bonneau adhère au PS en 1977, l'année de l'explosion punk qui ne semble pas avoir eu d'influence directe sur sa carrière professionnelle, où il passera du statut de professeur de français à celui de principal de collège. En politique aussi, il gravit patiemment les échelons. Conseiller municipal de Montargis, il tente sa chance aux législatives, battu 2 fois au premier tour en 1997 et 2007. Reste donc la région et son scrutin proportionnel qui va lui permettre de saisir sa chance. Elle se présente en 2007 quand Michel Sapin démissionne de la présidence en cours de mandat. Pour lui succéder, le groupe socialiste le préfère à Marie-Madeleine Mialot, jugée moins docile. La région Centre a un nouveau président, son nom dans ce journal. Ses premières années de mandat ne font pas exploser sa cote de popularité. Selon un sondage, 7% des habitants de la région sont capables de citer son nom. Mais en 2010, ce n'est plus un sondage. Tête de liste régionale pour la première fois, il obtient 50% des voix. Enfin élu sur son nom, François Bonneau affirme ensuite des positions moins consensuelles au sein du PS. Proche de l'ancien maire d'Orléans Jean-Pierre Sueur, il vote pour Martine Aubry à la primaire socialiste, qu'il soutient aussi plus tard pour réclamer un changement de cap au gouvernement, son côté punk en quelque sorte. Nous disons, nous, très clairement, qu'il faut bien évidemment réduire les déficits. C'est la priorité du gouvernement aujourd'hui, mais la réduction des déficits ne peut pas se faire sans croissance. Dès sa réélection dimanche, François Bonneau a de nouveau demandé un changement de ligne au gouvernement, avec peut-être
plus de chances d'être entendu, puisqu'il fait maintenant partie du groupe restreint des 5 présidents de région de gauche. Cela dit, vous avez été élu avec à peine, même pas 10 000 voix d'avance sur votre concurrent UDI, Philippe Vigier. Est-ce qu'on se sent légitime lorsqu'on est élu avec un peu plus d'un tiers des voix ? Complètement légitime, puisqu'il y a un mode électoral qui fait que, et c'est une bonne chose, il y a une stabilité de la majorité et de l'exécutif, il y a une majorité au sein de l'Assemblée, et le projet que j'ai porté est le projet qui a retenu le plus de voix de mes concitoyens. Et je veux, au-delà de ça, faire en sorte que tout au long de ce mandat, celles et ceux qui étaient restés à côté de mon élection puissent à nouveau soutenir l'action que nous portons. Vous dites merci aux écologistes qui ont constitué une formidable réserve de voix dans l'entre-deux tours, peut-être aussi un Front National qui n'a jamais été aussi fort que sur cette élection et qui a constitué une force politique importante dans le cadre de ce second tour et qui a en quelque sorte neutralisé la droite classique. Oui, manifestement, la majorité que je conduisais avant l'élection a soutenu le projet et la démarche de l'élection de 2016. Est-ce que vous vous sentez redevable par rapport aux écologistes ? Vous leur avez donné 3 vice-présidences, plus une conseillère déléguée. Il y a Ils seront peut-être encore plus forts qu'avant. 3 éléments dans la majorité. Éléments dans la majorité. Il y a eu un phénomène de convergence fort pour la réélection. C'est l'électorat du Front de gauche. Il s'est mobilisé, il a voté pour la liste que je conduis. Malgré leur élimination. Malgré l'élimination, il a clairement soutenu, et je le sais. Il y a l'électorat écologiste qui s'est retrouvé au second tour sur la liste que je conduisais, et le cœur de l'électorat de gauche, socialiste, social-démocrate. Et je n'oublie pas qu'un certain nombre de centristes, vous le savez, ont accompagné ma démarche et continuent à le faire. Aujourd'hui, vous avez une opposition à 2 têtes en face de vous. Le FN qui a gagné 10 places par rapport à la mandature précédente pour atteindre les 17 élus, lorsque la droite et le centre en comptabilisent 20. Est-ce que vous mettez ces 2 groupes sur le même plan politique ? Est-ce que vous les considérez de la même façon ? Ou est-ce que la droite classique a à vos yeux quand même plus de crédibilité ? La droite classique fait son travail d'opposition. J'ai souhaité très directement que ce travail puisse se faire, non pas dans une opposition stérile, mais de manière constructive. J'avais d'ailleurs proposé 2 postes de président de commission à la droite. Mais pas au Front National. Elle a décliné. Je ne l'avais pas fait au Front National parce que Pourquoi ? je crois que ce sont des forces politiques qui ne sont pas de même nature. Je différencie les choses. Il y a au Front National une manière d'aborder un certain nombre de problématiques humanistes avec lesquelles je suis en opposition absolue et je ne peux pas l'oublier. Alors, le soir de l'élection, vous êtes quand même adressé en partie à leurs électeurs, en promettant d'apporter des réponses concrètes et pérennes. C'est ce que vous disiez le soir de votre réélection, enfin de la réélection de notre majorité. Qu'est-ce qui a changé dans les politiques régionales depuis ? Entre le mandat précédent et ce que nous faisons actuellement, il y a une évolution très profonde. Pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est constitué tout autour de nous des grandes régions. Nous avons gardé notre territoire. Cette région était déjà grande, 6 départements, 2 600 000 habitants. Nous avons gardé la plus petite. Après la Corse. Nous avons gardé le même territoire et nous sommes entourés de régions qui sont plus grandes. Deuxième aspect, les responsabilités de les régions, les compétences, comme on dit, ont sensiblement évolué. Nous avons désormais, on va en parler, la compétence économique pleine et entière. Nous avons une compétence transport qui est beaucoup plus importante. Donc, la responsabilité, le fait régional, le positionnement de la région parmi les collectivités pour servir l'action publique est aujourd'hui quelque chose d'absolument majeur. D'apprentissage, de formation, les gens, ce qu'ils ont demandé, c'est d'avoir un emploi. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la politique régionale en cette matière? Un premier chiffre, nous sommes passés de 20 000 formations par an pour les demandeurs d'emploi à 32 000. À 32 000. Augmentation de 12 000 du nombre de formations mises en place sur le territoire. Qui correspond à des besoins ? Nous avons engagé 24, je suis allé personnellement sur 24 territoires, rencontrer des panels de chefs d'entreprise. Et je leur ai posé la question, de quel métier, de quelle formation vous avez besoin pour le développement industriel, pour le développement des services. Et nous avons mis en place des formations qui correspondent à ces besoins. Nous avons engagé également une évolution profonde de la carte des formations initiales.
sur l'apprentissage, sur les lycées professionnels. Vous verrez, à la prochaine rentrée, nous aurons des formations professionnelles. Par exemple, j'en parlais hier soir à Tours avec Aérocentre, avec les industriels de l'aéronautique. Nous allons avoir des formations spécialisées dans le secteur de l'aéronautique parce que notre région est une région qui fait une place de plus en plus grande à la construction aéronautique. Effort maintenu en 2017 dans le cadre du budget que vous allez bientôt voter au mois de décembre. Le budget... Quelles seront vos priorités en 2017 ? 1. Maintenir le niveau d'investissement. Presque toutes les collectivités, vous le voyez dans les dernières années, baissent leur niveau d'investissement. C'est catastrophique pour nos entreprises. Notre région affichera, là, dès le mois de décembre, affichera un budget pour 2017 qui sera un budget avec une augmentation de l'investissement. Nous allons passer à plus de 310 millions d'euros. Nous ne l'avons jamais fait les années précédentes. C'est ce que justifie la hausse de 17% de la carte grise ? La hausse de la carte grise, elle est liée à la volonté de maintenir l'investissement. Vous avez complètement raison, parce que c'est du boulot pour les entreprises, c'est une dynamique économique. Elle est liée au fait que nous avons une nouvelle compétence, qui est la compétence d'accompagnement des entreprises par l'innovation, par l'aide à l'international, par l'équipement. Et pour cette nouvelle compétence, les moyens qui nous sont accordés par l'État n'étaient pas au niveau des charges. Il a fallu réajuster. Ça devrait être compensé en 2018 avec une partie de la TVA qui sera affectée aux régions. Merci de le souligner. Je me suis battu en tant que président délégué des régions de France, représentant avec Philippe Richert l'ensemble des régions. Je me suis battu auprès du Premier ministre et nous avons obtenu, c'était à Reims, nous avons obtenu que ce qui était hier des dotations de l'État puisse demain être une part de TVA que paient nos concitoyens qui va venir vers la région pour soutenir le développement économique. Alors, on va avancer parce qu'il y a des sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre très rapidement. La métropole, cela concerne également l'économie, la possibilité d'avoir 2 métropoles en région Centre-Val de Loire, Tours et Orléans, 2 démarches distinctes pour chacune de ces 2 villes, mais qui passent par le législatif. À chaque fois, optimisme affiché. Et là, manque de chance au Sénat, la commission des lois a rejeté l'article de loi et l'amendement qui était nécessaire pour que Orléans et Tours obtiennent le statut. C'est un sérieux revers. C'est une difficulté sur un parcours que l'on savait a priori compliqué. Je suis pour que notre région ait une capitale qui soit une métropole, Orléans, et je pense qu'il est juste et équilibré d'avoir à la fois le statut de métropole pour Orléans et pour Tours. Je le dis très clairement. Vous restez confiant ? Et je l'ai dit, je vais porter ce propos auprès du Premier ministre, auprès du ministre Baillet également. Et depuis ce revers, j'ai rencontré le ministre Baillet, j'ai eu un contact direct avec le Premier ministre pour dire qu'il faut que nous restions déterminés dans cette affaire. Il ne s'agit pas d'opposer le rural à l'urbain et de dire s'il y a des métropoles, le rural va être oublié. C'est surtout pas ça. Mais une région comme la région Centre-Val de Loire, pour le développement de la recherche, de l'enseignement supérieur, doit avoir une structure métropolitaine. Je veux faire vivre ensemble les 6 départements, les 6 chefs-lieux de départements. Êtes-vous toujours favorable à la suppression des départements ? Oui. Je pense que si nous avons dans une phase qui viendra à simplifier encore l'organisation de notre territoire, il faut que nous ayons des communes, elles existent, c'est le lieu de référence pour nos concitoyens, des intercommunalités fortes, et nous travaillons en tant que région de plus en plus avec les intercommunalités et le niveau régional. 3 niveaux suffiraient. Très rapidement, la polémique culture au centre, la suppression de cet organisme a fait polémique. Ça a été vécu comme un abandon dans le secteur culturel et tous les postes n'ont pas été repris en interne. Seuls 8 conservés sur une vingtaine. Vous assumez ? Complètement. J'assume complètement. J'étais hier à Tours, et il y avait 200 responsables, acteurs culturels qui étaient réunis dans les états généraux de la culture que j'ai lancés. C'était un engagement, je le tiens. Et la confiance entre ce que fait la région, première région pour l'engagement en faveur de la culture, la confiance entre les femmes et les hommes qui font vivre la culture sur le territoire et la région est, je crois, entière. J'ai pris cette décision de Culture au Centre parce que la charge de fonctionnement était sensiblement trop supérieure au service qui était rendu. On pouvait rendre le même service avec une organisation différente. Je l'ai mis en place par souci d'économie et par respect pour mes concitoyens, mais aussi avec la volonté de donner des moyens plus efficaces à l'ensemble du domaine de la culture. Un mot d'actualité, les universités de Tours et Orléans viennent de quitter la communauté d'universités et d'établissements qui englobait depuis assez peu de temps ces 2 universités avec Limoges et Poitiers. C'est une des conséquences du redécoupage des régions. Est-ce que ça vous met en colère ? Est-ce que justement c'est révélateur de cette situation du centre qui reste tout seul ? Où vont aller Tours et Orléans ? Elles vont s'unir entre elles et... J'ai dit au ministre de l'Enseignement supérieur que j'étais vraiment très, très, très insatisfait de cette réalité. Hier,
le ministère vient me chercher en disant « Président, il faut une commu qui va travailler avec La Rochelle, qui va travailler avec Poitiers, avec Limoges, c'est absolument important, etc. etc. » J'ai posé un certain nombre de réserves, on m'a dit « C'est la seule solution ». Et puis au moment où commence cette mise en place, qu'est-ce qui se passe? Le même ministère autorise peut-être le départ de La Rochelle, peut-être le départ de Limoges. On ne va pas construire l'avenir de l'enseignement supérieur sur du sable. On ne va pas être la variable d'ajustement de volonté par ailleurs. Si nous devons travailler avec nos grands laboratoires, avec nos 2 belles universités de Tours et d'Orléans, et avec les formations d'ingénieurs, on va le faire. Ça n'empêchera absolument pas le travail avec un certain nombre d'universités, d'Île-de-France, avec Poitiers, etc. Mais la communauté d'établissement restera région centre. Si il n'y a pas du côté du ministère une position très claire en disant vous travaillez à 5, moi je ne veux pas partir dans une illusion qui ferait qu'on investirait beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour rien du tout. Donc je veux une stabilisation, je veux un éclaircissement, je l'ai demandé au ministre pour que nous puissions partir sur ce débat stable. Et si on doit travailler à l'échelle de notre région en ayant des coopérations, on le fera. Alors, quelle est votre présence sur Internet? Comment êtes-vous identifié sur la toile? On va voir cela tout de suite avec Arnaud Moreau, c'est le portrait numérique. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Installez-vous et c'est à vous. Bonjour François Bonneau. Bonjour. Alors, pour dresser votre portrait numérique, je suis tout simplement allé sur un moteur de recherche bien connu de tous. J'ai tapé François Bonneau et là, il y a des surprises puisque vous avez beaucoup d'homonymes. Vous avez même un homonyme parfait, un François Bonneau. Ça s'écrit exactement pareil. J'imagine que vous savez qui c'est un homme politique. Oui. C'est un président d'un conseil départemental en Charente. Voilà, on le voit à l'image donc du Parti des Républicains. J'ai trouvé l'anecdote assez amusante. Et effectivement, il y a beaucoup d'homonymes, beaucoup de personnes qui s'appellent Bonneau. Alors, les gens, des fois, se trompent. Hein. J'imagine que c'est assez vexant pour vous. Ils rajoutent un D. On le voit quand on tape votre nom. Vexant, nous, amusant assez souvent. Oui. mais voilà. Et en tout cas, voilà, quand on tape votre nom, on vous voit, François Bonneau, on voit des photos de vous. Et alors, en troisième référence, en site qui est référencié numéro 3, une bande de copains, quelqu'un qui a récupéré le nom du site Bonneau 2015 de votre campagne pour créer ce blog un peu idéaliste. Impossible de savoir qui se cache derrière ce blog. C'est quelqu'un qui charrie un peu la politique, notamment les primaires à droite. Et donc, impossible de savoir qui se cache derrière ce site. Voilà, c'était pour l'anecdote. Sachez que dans les sites référencés Bonneau, eh bien, en troisième position, on trouve ce blog un peu bizarre. Alors, on va sur votre page Wikipédia. Effectivement, la page Wikipédia parle de votre passé dans l'éducation nationale, c'est assez bien rédigé, il n'y a pas d'erreur. Et non, cette fois-ci, il n'y en a pas. Et on va tout naturellement sur Twitter, votre compte Twitter, François Bonneau, un moyen qui vous permet de vous exprimer. On voit que vous avez 3376 abonnés, c'est très bien. Je me suis permis de comparer avec vos homologues qui sont présidents de région. Quand on compare par rapport au nombre d'habitants, eh bien, vous êtes plutôt dans la moyenne haute. Alors on voit, ce site, ce compte Twitter vous permet de parler de vos actions, des monuments que vous inaugurez, également des conférences auxquelles vous participez. Et puis, on voit aussi, et on va le voir à l'instant, il y a un lien vers ce blog sur les migrants, sur ce courrier que vous avez rédigé avec d'autres présidents de région. Et j'aimerais, François Bonneau, que vous nous expliquiez pourquoi vous avez rédigé ce papier, cet article, ce communiqué par rapport, voilà, ce papier, migrants face à la mauvaise foi, nous choisissons la République bienveillante. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? Vous savez, quand on est élu, on doit bien évidemment servir nos concitoyens, doit être aussi attentif à l'expression des valeurs fondamentales de notre société en direction de celles et de ceux qui souffrent. Aujourd'hui, on sait que des femmes et des hommes, des enfants, quittent leur pays sous les bombes et sous la guerre. Quand un certain nombre d'élus politiques ont dit « en aucun cas on n'acceptera que ces migrants puissent venir sur notre territoire », quand ils ont appelé des maires à refuser toute forme d'accueil, j'ai considéré qu'il était de ma responsabilité, au nom des valeurs que je porte, de dire que notre démarche était totalement inverse, que nous devons aujourd'hui, comme hier, dans des périodes difficiles, mettre en avant nos valeurs, nous montrer solidaires de celles et de ceux qui souffrent, qui quittent leur pays dans la détresse, dans la douleur, et nous avons affirmé ces valeurs parce que ça nous paraît absolument essentiel, et le faire par ce moyen, c'était une manière de le faire partager. J'observe que même s'il y a ici et là telle ou telle inquiétude quand des personnes venant de Calais sont accueillies sur nos territoires, il y a inquiétude légitime, il faut y répondre. Il y a aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui se mobilisent dans la solidarité. Et c'est la chaîne de la solidarité qui est en route. Merci. Merci beaucoup Arnaud Moreau donc, pour ce portrait numérique. On va passer aux questions de politique nationale. Est-ce qu'un président peut tout dire ? Non.
Il a eu tort, François Hollande, de se divulguer comme ça auprès de journalistes plusieurs fois en plus. Pourquoi on ne peut pas tout dire? Parce que la parole, elle est exprimée toujours dans un contexte. Elle est exprimée par rapport à une situation particulière. Lorsque l'on s'adresse à des journalistes, à la fin d'une session où on a envie un peu de se détendre, etc., on peut être amené à aborder des sujets sous un angle qui n'est pas l'angle officiel, maîtrisé, etc., etc. Il y a des registres de la parole. Donc, tout dire, en sachant que les paroles que l'on prononce à un moment vont être exprimées, portées dans un autre contexte, c'est s'exposer à des interprétations qui sont particulières. Et je pense qu'un certain nombre de propos qui ont été rapportés dans le livre dont nous parlons sont des propos qui, d'une certaine manière, troublent, abîment l'image de celui qui les porte, et c'est vraiment regrettable. Vous comprenez la colère de Manuel Valls? Il aurait engueulé le chef de l'État. Je pense qu'il est de notre devoir de dire que nous avons pris des responsabilités à différents niveaux en nous engageant pour représenter nos concitoyens, qu'il faut absolument que la politique garde du sérieux, de la maîtrise. Vis-à-vis des journalistes, vous êtes, et c'est légitime, tenté d'utiliser tel angle, tel pic, etc., d'utiliser parfois la dérision. Et vous avez raison de le faire, ça éclaire parfois l'action politique. Nous avons le devoir de porter en responsabilité les préoccupations de nos concitoyens, et je crois qu'on doit rester sur un niveau qui est un niveau de rigueur de la parole. Est-ce que François Hollande doit se présenter à la prochaine présidentielle, à sa propre succession? C'est à François Hollande d'évaluer. François Hollande a connu... Est-ce que vous souhaitez qu'il se représente? A connu un quinquennat dans des conditions épouvantables. Épouvantables parce que le bilan Sarkozy était épouvantable, épouvantable parce que les circonstances économiques et sociales l'ont été, épouvantable sur le plan de la sécurité. Et je crois qu'il a là-dedans l'obligation de se poser la question, est-ce que je suis en situation d'incarner un nouveau souffle, une nouvelle perspective qui ne remet pas en cause un certain nombre d'avancées majeures qui ont été celles de ce gouvernement, mais qui vont leur donner la dimension attendue par nos concitoyens. Est-ce qu'il pourrait être votre candidat? Je vous pose la question autrement. Est-ce qu'il peut être votre candidat? Je serai en soutien quand j'aurai la connaissance de celles et de ceux qui sont candidats. Donc pour l'instant, je ne me prononce pas. Je serai en soutien actif de celle ou de celui qui sera quand même plus proche de Montebourg, qui sera capable de porter complètement nos valeurs et de rassembler, j'insiste là-dessus, de rassembler à la fois les électeurs de gauche, mais aussi les électeurs qui ont envie absolument de couper le chemin à tous les conservatismes, à toutes les réactions qui se produisent. Manuel Valls pourrait être ce rassembleur, justement. Il a, à Tours, il avait fait un pas dans cette direction en appelant au rassemblement. Et puis en Afrique, il a dit « Je veux être à la hauteur de la responsabilité du moment et faire en sorte que la gauche puisse demain l'emporter. Moi, j'y contribuerai d'une manière ou d'une autre. » Manuel Valls a fait la démonstration de son autorité, de sa maîtrise des choses, de son volontarisme, et nous avons besoin de présidents de cette nature. Manuel Valls, aujourd'hui, a été fragilisé par un certain nombre de lois qui ont été votées. Je pense notamment à la loi travail. Je crois que celui qui va être notre candidat doit avoir absolument une attention pour l'avenir extrêmement grande à la problématique sociale. L'économie redémarre dans notre pays. C'est le grand manque de ce quinquennat? C'est pas un manque sur toute la ligne. Quand on fait l'effort qui a été fait pour l'éducation, et notamment dans les quartiers défavorisés, quand on fait l'effort qui a été fait pour la santé, il y a un contenu social important. Mais il a été difficile d'avoir une dynamique pour l'emploi, notamment dans une économie extrêmement malmenée. Donc, je souhaite que nous ayons un candidat qui s'engage très fortement pour que l'équilibre social puisse véritablement être renoué et que nos concitoyens reprennent confiance. Juste pour terminer sur Manuel Valls, est-ce qu'il a une carrure plus présidentielle que le chef de l'État actuel? Je pense qu'il est capable d'avoir une carrure présidentielle et que François Hollande doit, encore une fois, tirer tous les enseignements de la situation actuelle. S'il trouve la ressource qu'il avait démontrée lors de sa campagne pour interpeller le pays, pour, d'une certaine manière, donner à notre pays une nouvelle perspective, un nouvel horizon, il doit le dire. Il doit le dire. Et nous nous positionnerons.
Vous n'êtes pas frondeur. Vous n'êtes pas un frondeur, mais vous êtes aubryiste. Cela veut dire que vous êtes quelque peu critique sur l'action du gouvernement. Est-ce que vous cautionnez par contre l'attitude des frondeurs ? Il y a un exercice de responsabilité en politique. Je me l'applique à moi-même. Il y a des principes de solidarité. Je me les applique à moi-même. Je peux faire des choix politiques lorsque ces choix se posent par rapport à tel ou tel responsable de ma formation politique. Mais nous devons jouer en cohérence. Ce qu'attendent nos concitoyens, c'est que l'action politique, elle soit solidaire, elle soit soudée, elle soit responsable. Et à cet égard, je crois véritablement qu'il faut poser des exigences, mais qu'il faut aussi jouer la solidarité. On voit dans cette période d'ailleurs qu'un certain nombre d'élus font de ce principe de solidarité un élément plus important que ce qui avait été fait par le passé. Est-ce que ces frondeurs ne sont pas un peu responsables de la défaite en ayant créé de la polémique sur de la polémique sur de la polémique ? On contribue à créer aussi une opinion publique. Ils ont posé des problèmes qui étaient des problèmes réels. Je crois que le déficit aujourd'hui dans la perception de l'action du gouvernement et du président de la République, il est lié à quoi ? Il est lié au fait que s'il y a eu des efforts pour remettre l'économie à l'endroit dans notre pays, et il fallait faire ces efforts, il n'y a pas eu au même moment une attention suffisante portée à la problématique de l'emploi. Ce qu'attendent les gens, c'est qu'il y ait moins de chômage de longue durée, c'est que les jeunes rentrent plus facilement dans le monde du travail. Donc le social, j'y reviens, on ne peut pas dissocier le social et l'économique. Et la force de la gauche, c'est ça, c'est d'avoir une vision du développement économique qui intègre complètement la vie des gens, qui intègre la dynamique sociale. Donc aujourd'hui, ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est pas le combat d'une vieille gauche contre une gauche moderne ? Non, selon vous ? Non, ce combat-là, il est dépassé. Aujourd'hui, chacun sait que le numérique est en train de bouleverser tout, que l'usine du futur, que les nouveaux services, nous sommes tous en mouvement. La question, c'est de savoir où on situe le social dans l'action politique. Je pense que le social doit rester un élément fondamental de l'action politique. Nous devons servir la promotion, l'épanouissement, le progrès pour celles et ceux qui croient en l'action politique, et notamment l'action politique quand elle est portée par des majorités de gauche et de progrès. Le social, quand même, il y a eu des baisses d'impôts dernièrement. Pour les classes populaires, ça en fait partie. C'est important. Le social, il s'évalue. Par rapport à ça, vous avez raison, il s'évalue aussi par rapport à l'emploi. Et si François Hollande a dit « mon objectif est de venir à une situation de l'emploi meilleure avec une baisse du chômage », c'est bien parce qu'il a cette perception. Aujourd'hui, les chiffres tardent à venir et c'est certainement ce qui embolise l'image de notre Merci beaucoup François Bonneau d'être venu sur le plateau de France 3 Centre Val-de-Loire. On se retrouve dans un instant pour un point sur l'essentiel de l'information de ce dimanche midi. Puis la suite de Dimanche Politique, en politique avec Francis Letellier. Très bon après-midi sur France 3.